Le monde était inerte. Toute l'effervescence qui avait constitué l'essence de l'ère moderne s'était évanouie de la surface de Londres. Une chape de plomb semblait recouvrir la ville. Ce n'était pas uniquement à cause des nuages sombres qui nous écrasaient depuis l'arrivée des zombies. C'était une sensation diffuse, inquiétante, qui s'accrochait à ma peau comme les prémices d'un drame. Une perception étrange qui me donnait la chair de poule alors même que je n'étais plus vraiment là. Je sentais, malgré mon inertie intérieure, que le pire était à venir. Pourtant, après ce que j'avais déjà vécu, je ne pensais pas pouvoir subir de tragédies plus effroyables. J'avais tellement tort. Partout où nous passions, il ne restait plus que des carcasses de véhicules abandonnés, des immeubles partiellement détruits et des décombres, d'innombrables ruines. Et aucun signe de vie, nulle part. Cela faisait longtemps que nous marchions. Nous avancions lentement, attentifs à ce qui pouvait nous menacer. Les bombardements avaient rendu certaines rues impraticables, ce qui nous obligeait à effectuer des détours. Je me demandais où étaient les gens. S'étaient-ils réfugiés dans des abris gouvernementaux ou dans des cachettes de fortune? Avaient-ils réussi à fuir la ville? Étaient-ils tous morts? Où étaient donc ces choses monstrueuses qui se nourrissaient de chair et de sang? Où étaient les surnaturels? Londres était devenue une cité sépulcrale, aussi vide et dépourvue d'âme que moi. Des dizaines de feux embrasaient l'horizon et leurs fumées épaisses s'élevaient toujours plus haut dans le ciel, au-delà des constructions détruites, se combinant aux incroyables nuages sombres qui ne laissaient plus passer un seul rayon de soleil. Mon regard se perdit dans cette vision fantomatique. Je n'avais vu ce genre de spectacle que dans les films ou les séries. C'était ça qui rendait toute cette situation irréelle. Peut-être que j'étais en train de dormir, enfermée dans la cage où les vampires m'avaient jeté, et que je nageais en plein délire. Qu'est-ce qui était le pire? Être réduite à l'état de poche de sang ou constater que le monde avait totalement basculé dans le néant. Je fermais les paupières cherchant à atteindre cet endroit dans mon esprit où les sensations s'atténuaient et où les pensées s'étiolaient. Si une infime part de moi assimilait toujours ce qui m'entourait, la plus grande n'aspirait qu'à son propre abîme. Mon corps et mon cerveau fonctionnaient mécaniquement, j'avais l'impression d'être un robot téléguidé. Pourtant, malgré mon apathie, l'homme qui m'avait sorti de ma prison parvenait à me rappeler que j'appartenais au monde des vivants. Chaque seconde qui passait accentuait la souffrance qui me rongeait de l'intérieur au lieu de l'étouffer. C'était cette douleur qui me prouvait que j'étais éveillée, de même que les rappels à l'ordre de Joshua. L'air ambiant était si vif qu'il traversait les multiples épaisseurs qui me recouvraient. Mes vêtements étaient rigides de saleté et de substances que je ne préférais pas identifier. L'odeur métallique du sang s'accrochait à mes narines, accompagnée de relents nauséabonds qui me soulevaient l'estomac. L'atmosphère autour était rance, saturée de particules qui rendaient chaque inspiration difficile. Je n'avais jamais su, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'était un paysage de guerre. Parce que c'était bien ce qui était arrivé, n'est-ce pas? Nous étions en guerre contre de nouvelles espèces. Mon ventre gargouilla, mon corps frissonna. Même si j'aspirais à l'engourdissement, mon organisme semblait peu enclin à accepter mon inertie. Il me poussait à obéir à l'homme qui se tenait à quelques mètres, observant l'extérieur, les épaules toujours tendues et la mâchoire serrée. Celui qui ne me laissait pas d'autre choix que de bouger pour trouver un abri et dénicher de la nourriture. Les magasins qui n'étaient pas protégés par des rideaux métalliques avaient été pillés ou leur contenu avait été détruit par les bombardements. Comment la civilisation pouvait-elle basculer aussi vite? J'aurais voulu avoir le courage de mourir, mais à la place, je suivais Joshua, quel que soit l'endroit où il me conduisait. « On s'en va !» Sa voix claqua. Je lâchai un soupir tremblant et me levai avec maladresse telle une poupée désarticulée. La douleur vrilla mes muscles et me fit vaciller contre les briques du mur à moitié effondrées. 1 heure auparavant, en entendant des bruits de moteur, nous avions trouvé refuge au rez-de-chaussée de ce bâtiment éventré. C'était la première manifestation humaine à laquelle nous assistions en 4 heures de fuite. Pourtant, au lieu de se réjouir que Londres ne soit pas totalement désertée, Joshua s'était figé avant de m'obliger à me cacher. « Pas un mot », avait-il dit. Je n'avais pas besoin d'être mise en garde. Je n'avais pas oublié que la dernière fois que j'avais accepté d'être secourue, j'avais tout perdu. 2 véhicules avaient surgi dans notre champ de vision et ils n'appartenaient pas aux autorités. C'étaient des civils.
du moins en apparence, mais ça ne m'avait pas apaisé pour autant. Il s'était arrêté à plusieurs endroits stratégiques pour appeler de quelconques survivants à les rejoindre. Nous les avions entendus promettre des vivres et leur protection. Ils connaissaient un camp pour les réfugiés. Malgré leurs paroles rassurantes, ils étaient armés et ils guettaient le moindre signe de vie avec une avidité de prédateurs. Mon instinct m'avait soufflé qu'ils étaient dangereux et Joshua m'avait intimé de m'enfoncer plus loin dans la carcasse de béton. Nous avions attendu pendant des heures après leur départ, car Joshua se méfiait. La lumière du jour avait rapidement décliné. Et maintenant, j'étais épuisée et je n'avais pas envie de quitter cet endroit. Je voulais dormir. Joshua pouvait bien continuer seul. Il n'avait pas besoin de moi. Il ne me connaissait même pas. Je n'étais rien pour lui, juste une fille qui avait partagé sa prison pendant quelques jours. Pourtant, il semblait bien décidé à me garder avec lui. Je lui jetai un bref coup d'œil pour évaluer sa détermination et à son expression obstinée, je déduisis qu'il n'y avait aucune discussion possible. Même si je le suppliais de le faire, il ne me laisserait pas derrière lui. Comme je n'avais pas l'énergie de lui tenir tête, je fis ce qu'il voulait. De toute manière, quelque chose ou quelqu'un finirait bien par avoir ma peau à un moment donné. Je n'opposerais aucune résistance quand mon tour viendrait. Nous sortîmes du bâtiment. Joshua se déplaçait comme un soldat avec méthode et prudence. Je le suivis, les yeux fixés sur son dos, attentive à son langage corporel. Comment pouvais-je déjà aussi bien le déchiffrer? Je n'en avais aucune idée. La nécessité, sans doute. Quelque chose de mouillé s'écrasa sur ma peau et roula sur ma joue. Je réalisai avec un temps de retard qu'il s'était mis à pleuvoir. Une vague de reconnaissance me submergea. L'averse avait quelque chose de rassurant. Elle signifiait que le monde continuait de tourner malgré l'horreur. J'inclinai la nuque en arrière et offris mon visage aux éléments, paupières closes. Une angoisse inopinée enfla dans ma poitrine. Je rouvris les yeux et fixai le ciel. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais depuis la première fois que je l'avais vu. L'averse prit peu à peu une ampleur rageuse et mes cheveux se mirent à dégouliner. Le son était assourdissant. Joshua s'était immobilisé lui aussi. Il me rejoignit en quelques pas et son regard se planta dans le mien. « On va devoir trouver un autre abri avant la nuit !» énonça-t-il d'une voix assez forte pour couvrir le bruit de la pluie. « Quelque chose me dit qu'il vaudrait mieux être en lieu sûr quand le soleil sera couché. » J'acquiesçai sans un mot et nous nous remîmes en route, affrontant le déluge. Nous marchâmes de longues minutes, nous éloignant le plus possible de l'axe principal pour nous enfoncer dans des rues secondaires. Même là, l'abandon était criant sous le ciel déchaîné. Des tas d'objets jonchaient le sol, pendant que d'autres continuaient de se consumer, malgré l'orage. Joshua s'immobilisa soudain devant une demeure victorienne. Je ne savais pas exactement où nous étions, mais ce quartier avait été en partie épargné par les bombardements. J'attendis pendant qu'il observait l'intérieur de la maison à travers une fenêtre qui donnait sur la rue. Il se dirigea ensuite vers la porte principale et tenta de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Il fractura la serrure avec dextérité et me fit signe d'entrer. Je passai le seuil et me retrouvai au sec. Mes vêtements se mirent à goutter sur le parquet en chêne. J'étais en train d'inonder le hall. « Reste là », chuchota-t-il une fois le battant refermé derrière nous. « Je vais faire le tour. » Il disparut sur la gauche, alla dans ce qui devait être la cuisine, ouvrit des portes, puis monta à l'étage. J'entendais à peine ses déplacements, il était silencieux. Je m'avançai dans le séjour avec hésitation et inspectai la pièce. Elle était cosy et bien arrangée. Le genre de décoration qui aurait pu figurer dans un magazine. Un canapé en cuir beige et un fauteuil en velours vert, un tapis persan, une télévision sur un meuble, un mug à moitié vide abandonné sur une table basse, des étagères avec des livres, des photos accrochées au mur, une famille avec un bébé. Un coup de poignard dans le ventre. Ils souriaient à l'objectif tenant l'enfant devant eux. Un violent haut-le-corps me secoua et je pressai une main tremblante contre ma bouche, les yeux brûlants. Joshua réapparut, mais il ne fit aucun commentaire sur mon état. « Rien à signaler », m'informa-t-il en allant fermer les persiennes. « Je vais sécuriser les entrées. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.